Voilà, alors bonsoir à tous, bienvenue ici à Lausanne sur le campus de l'EPFL. Salle gracieusement mise à disposition par Domo Health qui est dans ce bâtiment et nous avons ici un représentant notoire par Charles-Édouard. Donc merci à toi et à ton institution pour la mise à disposition de la salle. Et du coup, pour les nouveaux qui ne connaissent pas forcément AI Suisse, qu'est-ce que c'est? C'est une association à but non lucratif où on essaye de mettre en contact tous les gens qui font de l'IA, qui en ont besoin, qui pratiquent, qui essayent de connaître un peu ce qu'on arrive à faire avec ça ou qui sont déjà un peu à l'étape supérieure. Dans tous les cas, on essaie que ces gens se rencontrent, communiquent ensemble, qu'on puisse un peu démystifier tout ça avec des gens qui s'y connaissent très bien, des gens qui s'y connaissent un peu moins. Mais le but, c'est qu'on avance tous ensemble dans ce qui sera notre futur avec l'IA. Voilà, aujourd'hui, on va parler de cas d'usage, mais juste avant, pour vous donner une petite overview du programme AI Suisse, notamment ici sur la région lausannoise, parce que c'est démultiplié avec la région neuchâteloise. Je donne la parole à Charles-Édouard, qui va nous expliquer un peu les différentes étapes de cette série de cours de Brain to Brain Lab qui se veut pratique. Alors l'idée, c'est de reproduire un peu le format qu'on avait fait à Neuchâtel, mais on va évoluer par étapes depuis le business cette fois plutôt que depuis la technique. Donc l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir un peu une idée de comment on sait rien de l'IA, on articule un peu les besoins qu'on pourrait avoir. Évidemment que derrière, on va utiliser l'IA pour voir aussi si ces besoins sont réalistes ou pas. Donc on peut convertir l'IA pour affiner un projet déjà de base. Puis ça, tout le monde a essayé de faire sur ChatGPT et d'autres outils. Et après, progressivement, ça fera de passer sur des outils un peu plus avancés pour faire de la gestion de projets d'IA et de la réalisation complexe. Donc d'abord, réaliser des tâches complexes, ou plutôt microscopiques, dans le sens vraiment réaliser la tâche même, pas tout le projet sur Cursor. Ça, on a déjà fait une introduction à Neuchâtel, mais on le fera ici sous une forme un peu différente. Et puis après, on évoluera vers la gestion d'un projet entier. Par exemple, on a une entreprise, il y a divers rôles, il y a diverses personnes qui utilisent l'IA. Et ben, on a la possibilité d'utiliser Cursor un peu de façon macroscopique. Que tout le monde qui arrive sur une certaine tâche sache les instructions à donner à l'IA. Donc, un peu faire une sorte de quality management system, si on veut, mais qui fusionnerait complètement avec l'IA. Donc ça, c'est juste pour mettre un cadre, pour que tout le monde ait un peu des outils puissants pour pouvoir faire tout le reste qu'on fera ensemble. Et puis après, on embrayera du coup sur qu'est-ce que sont les LLM, interagir plutôt avec du code, mais de façon simple, et comment on les augmente avec certains outils. Donc, par exemple, on peut leur donner des fonctions, accès à des API, des choses comme ça. Toujours dans un cadre où si on sait rien, on peut converser avec l'IA pour essayer de créer ces choses-là. Et puis après, des systèmes peut-être multi-agents, du deep learning, on verra quel type de sujet on évoquera. Mais l'idée, c'est quand même que cette base, en tout cas, euh, en termes d'outils, typiquement Cursor, ou en tout cas l'interaction avec l'IA pour apprendre ce genre de choses, pour nous apprendre à utiliser l'IA, puis apprendre à comprendre du code ou faire facilement un script, même si on n'est pas codeur. Toutes ces choses-là deviennent un peu routine, donc il y aura quand même une petite marge, un peu de progression à faire, mais une fois qu'on aura fait ces 2, 3 premières fois, ça pourrait être simplement toucher à divers sujets dans ce cadre-là. Voilà le plan pour l'instant. Et puis évidemment, ça évoluera au fur et à mesure des interactions avec vous, parce que s'il y a des membres qui veulent montrer un truc excitant qu'ils ont fait sur les choses qu'on a déjà montrées, évidemment, on est ouvert à ça. C'est super génial si vous venez avec un use case en disant, bah, moi, j'essaie de jouer avec Cursor, avec un V0, avec je sais pas quel outil, un cas d'usage qui pourrait intéresser tout le monde, ben, c'est fait pour ça. Le but, c'est que la communauté s'empare aussi du truc. Donc voilà, on espère que l'interaction ça sera positive. On est là pour aussi vos questions, pour partir avec nous dans cette voie-là. Et puis on vous revoit bientôt, j'espère. Parfait, merci beaucoup Charles-Édouard. Et donc, comme vous l'avez compris, les Brain to Brain Lab, qui se veulent un peu comme des sessions interactives où on apprend quelque chose avec son ordinateur ou pas, mais en tout cas on peut pratiquer. Le but, c'est vraiment
suivre ce cursus-là. Mais on va aussi continuer avec l'association les événements un peu plus networking aussi, où il y aura justement des présentations peut-être un peu plus axées business, etc., autour d'une verrée. Et bien entendu, la conférence annuelle qui se fait chaque année avec un public d'à peu près 200 personnes, donc vraiment quelque chose d'assez grand, conséquent. Donc on se réjouit de vous informer davantage sur cet événement qui va prendre forme en février. Voilà. Je passe la parole à Sylvain. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc du coup, on va parler de la base aujourd'hui, des cas d'usage. Alors, juste en 2 mots, juste pour me présenter, moi, je suis donc business analyst, c'est mon métier, je suis fondateur de la société 6 et je suis aussi membre du comité responsable de la région Léman pour AI Suisse. Donc, juste que vous puissiez me mettre à quelque part. Tout le monde a déjà pu se loguer sur Miro. Peut-être la dernière personne qui n'est pas encore arrivée, il y a le lien là. Et le mot de passe, c'est ce qui est là-dessus. Tout le monde est bon? Ok, nickel. Alors, ce qui est important de voir, c'est que là, j'ai repris le graphique de Gartner qui nous montre là ce qu'on va s'occuper maintenant, c'est surtout de commencer. Donc, pour commencer dans notre voyage de l'IA, la première chose à faire, c'est ce qu'ils appellent plan. C'est en gros de voir où est-ce qu'on a des use cases à pouvoir utiliser et sur lesquels on pourrait utiliser de l'IA. Alors, la première chose qui est importante, c'est que pour pouvoir identifier les use cases, il y a besoin d'une chose, c'est de comprendre les différentes capacités de l'IA. Alors là, j'ai un petit peu listé un certain nombre de capacités de l'IA, principalement tout ce qui est générative et un petit peu tout ce qui est machine learning. Ça va vous servir après pour l'activité d'aller, pour ceux qui sont moins à l'aise avec ce genre de choses, aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme capacité pour construire des use cases et utiliser ces capacités dans l'automatisation de certaines activités. Donc du coup, on a de la transformation de texte, on a de la transformation vocale, la transformation vidéo, visuelle, audio, puis après, il y a plus qui est de l'analyse prédictive et puis trouver des patterns communs ou des choses comme ça. Tout ça, bien sûr, si vous avez besoin d'avoir tout ça en détail, il y a plein de contenus qui sont sur Internet, c'est clair, mais aussi, si vous avez la chance de pouvoir discuter avec un data scientist, c'est les personnes qui sont le mieux à même de pouvoir répondre à ce genre de choses si vous posez des questions. Alors, je vais vous montrer un petit cas d'usage très très simple qui vous permet de voir que des fois, on a l'impression que ChatGPT, ça fait de la génération de texte ou des résumés, mais ça peut aussi faire 2-3 choses séquentielles qui peuvent être intéressantes dans un processus directement. Tout bon? Ok. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser directement. Alors, là, ce que je vais vous montrer, c'est en gros, j'ai utilisé ChatGPT, mais justement pour faire le lien avec ce qu'on a fait la dernière fois avec Cursor, c'est des choses qu'on peut automatiser quand on travaille avec des outils qui interagissent avec les LLM. Là, c'est juste pour montrer que manuellement, on arrive déjà à faire le processus et valider comme quoi un use case il peut être traité par l'IA si on a le doute. En gros, j'ai rempli un formulaire, une demande de versement des prestations de vieillesse sous forme de capital. T'es si vieux que ça. Hein? T'es si vieux que ça. Ouais, je suis presque à la retraite. Exactement. Donc, je l'ai rempli. J'ai une écriture assez moche, moi, de manière générale. Donc, du coup, ça lui a donné un petit challenge de plus. J'ai même omis certaines informations. Et après, je lui ai donc demandé de prendre l'image, d'en créer du texte, de prendre le texte, d'en faire de la donnée structurée, en refaire du texte. Alors, je vais vous jouer
simplement... Ah, j'ai oublié de faire le principal. Je te poursuis toujours avec ça et moi je le fais même pas. Voilà, donc j'enregistre juste l'écran. Ok. Donc du coup, là pour ce use case, je vous montre un petit peu que ça se fait attendez, tac, pour de vrai. Donc si je veux faire bêtement avec ChatGPT, alors là j'ai pris mon document, j'ai attaché le document directement dans ChatGPT. Là, donc on voit que c'est multimodal. Ensuite, j'ai fait un prompt en lui demandant une structure et de me sortir un fichier JSON qui est une structure technique qui peut être utilisée après pour interagir avec du contenu. Si on voudrait par exemple l'intégrer dans un système. Ensuite, je me suis dit, vu que j'aimerais qu'ils contrôlent comme quoi s'il y a des données manquantes, et puis du coup qu'ils me disent s'il y a des données manquantes, plutôt que moi écrire la lettre au client en disant voilà, j'ai besoin en fait que me renvoyer le document rempli dans son intégralité, et là en gros il m'a généré la lettre. Ça c'est uniquement pour vous montrer que en gros, en faisant ça, on peut déjà tester un use case déjà dans un premier temps. Et puis deuxième temps, toutes ces étapes-là, on pourrait les automatiser avec des interactions avec des systèmes. Donc c'est juste pour vous montrer comme quoi, déjà avec des outils comme on a aujourd'hui, et ce genre de choses, il y a des petites choses qui peuvent être facilement faisables. Ensuite, il y a un truc qui est aussi important quand on parle de use case. Les use cases, avant tout, ils doivent résoudre un problème. Et donc, ce qui est important, c'est pour l'identification de use case, il faut comprendre ce qui se passe dans nos sociétés, aller analyser les processus, regarder qu'est-ce qui se passe et où c'est qu'on a des problématiques à résoudre. Ces problématiques, ça peut être plusieurs choses, de l'analyse de données volumineuses, à la prédiction. Je ne vais pas vous lire tous les trucs. Vous pourrez aller regarder un petit peu là-dedans si vous avez besoin d'idées après quand on fera l'exercice pratique. Alors, juste pour... on va travailler sur Miro. Tout le monde s'est logué sur Miro. Je ne sais pas si certaines personnes n'ont encore jamais utilisé Miro. Voilà, donc on va juste faire rapidement coller un post-it. On va faire que de prendre des post-it puis coller un post-it. Donc je voulais quand même le faire un petit coup avec vous. Là, il y a plein de gens qui sont là, c'est merveilleux. Donc en gros, vous voyez la même chose que moi. Ce que vous pouvez faire, c'est venir dans le menu à gauche, prendre un post-it, n'importe lequel, le glisser où vous voulez. Et puis après, vous pouvez ensuite taper ce que vous voulez. Ça permet juste déjà, dans un premier temps, juste s'assurer comme quoi tout le monde arrive à coller un post-it. Tout le monde a pu coller son post-it. Ok. On est tout bon? Ok. C'est assez simple normalement d'utilisation. Hein. Alors, je reprends. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est un canevas assez simple pour se poser déjà la première question, c'est ok, maintenant on a des capacités de l'intelligence artificielle qu'on pourrait imaginer comme n'importe quelle personne, soi-même, et on a des problématiques métiers à gérer. Donc, ce qu'on va se poser comme question maintenant, c'est quel type de
processus ou de traitement on va vouloir traiter pour automatiser avec l'intelligence artificielle. La première chose à faire, eh ben, c'est se poser la question du pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Première chose, c'est de se demander, bon ben voilà, par exemple, moi dans mon cas, là, j'ai les demandes de versement des prestations de VIS sous forme de capital sont nombreuses et traitées à la main. Le client fait souvent des erreurs dans les formulaires, la saisie manuelle répétitive est source d'erreurs, la saisie manuelle répétitive est source d'erreurs une deuxième fois, le traitement des formulaires incomplets est source de coûts, saisie de formulaires papier reçus prennent beaucoup de temps, les clients sont mécontents car le paiement des prestations prend trop de temps, surtout dans le cas d'informations manquantes. Donc c'est déjà de se poser la question, mais il est où mon problème? Ensuite, qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est comment ça se passe en fait ce processus? Comment ça commence? Ça veut dire l'entrée. Là, en gros, ce qui lance cette partie-là, c'est je reçois un document de demande rempli manuellement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes de traitement qui se passent par les personnes? Finalement, quel est le résultat une fois que la personne elle a traité ça? Comme ça, on a chaque étape, à savoir le début, comment c'est traité et quel est le résultat à atteindre à la fin. Important aussi à se poser comme question, qui sont les parties prenantes de ce processus, à savoir qui rentre en interaction avec toutes ces choses-là. Finalement, on va se demander comment on va pouvoir améliorer ce processus-là. Donc du coup, là, j'ai imaginé un petit étapage, extraction du document, contrôle automatisé du contenu, comparaison avec les données système. Par exemple, je pourrais faire classification de la demande en accepté, refusé, ce qui pourrait donner théoriquement aussi, je ne l'ai pas pris dans mon cas là, mais une pré-saisie dans le système de gestion si c'était accepté. Si c'est refusé, un courrier préparé pour envoi et une validation par le service client, à savoir que n'oublions pas que l'IA, il faut voir à quel moment on veut y donner une autonomie complète. Je pense que, enfin non, c'est une certitude dans les premiers use cases qu'il faut faire, c'est toujours avoir une partie qui est validée par l'être humain. À savoir que même avec ça, il y a un grand gain qui peut être amené. Ensuite, comme tout, les use cases, c'est toujours in fine quelque chose qui doit nous rapporter un gain, donc c'est un calcul de gain pour s'assurer comme quoi l'investissement en vaut la peine et toujours se poser la question des risques par rapport à un traitement automatisé de ce genre de choses. Ok, donc du coup, ça c'est la première partie. Une fois qu'on a pris cette partie-là, on peut prendre quelque chose là. Alors, il y a le Lean Project IA, Lean méthodologie pour projet IA, il y a un Canva. Ici, vous avez le lien avec la description complète. C'est un outil, je dirais, qui a été développé par quelqu'un où il y a toute une description de comment traiter chacune des étapes. On va le faire ensemble. C'est inspiré du business model Canva. L'idée, là, c'est toujours de se poser la question, enfin, c'est les premières étapes pour se poser des questions pour l'identification des use cases. C'est pas là-dedans qu'on va aller en détail, mais c'est surtout pour commencer à identifier les choses assez rapidement. Alors, Pour la petite histoire, le business model Canva, il a été inventé par un professeur de l'Université de Lausanne, Yves Pigneur, en HEC, donc juste à côté d'ici. Il s'est utilisé dans le monde entier, donc ça c'était repris très proche de ça. Exactement. Alors, comme on a vu avant, dans ce business model Canva, il y a des choses qui vont reprendre les éléments qu'on a regardés avant.
entre autres la value proposition, on ne voit pas là derrière, vous ne voyez pas non plus, donc bref, c'est pas grave. En gros, on peut reprendre ces éléments-là et puis les reprendre dans le modèle de l'analyse qu'on a fait avant. Ensuite, pour tout ce qui est les données, alors si on reprend le mien par exemple, l'optimisation des processus de gestion de demande incomplète, il y a l'extraction du document, il y a la saisie automatisée, c'est tous les éléments en bleu que j'avais mis dans ma solution. Ensuite, il y a ce qui est des données. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin comme données pour réussir à développer une solution avec de l'IA? Dans mon cas, là, j'ai besoin des exemples de documents avec des données manquantes identifiées, des exemples de documents sans données manquantes. Qui j'ai besoin pour m'aider dans ce projet? Les skills. En gros, là, pour la partie de processus, on peut utiliser un business analyst, mais aussi on a besoin de skills qui sont un peu plus techniques, comme de l'ingénierie de prompt, et puis de l'infrastructure IA, et pour l'intégration des développeurs informatiques. Dans l'output, c'est important de savoir qu'est-ce qui est une réussite ou bien pas. Ça veut dire une mesurabilité qui nous permet de dire si ce qui est acceptable et qui n'est pas acceptable dans notre projet d'IA. Comme là, moi j'ai dit 80% des documents sont traités correctement. Ça veut dire que je sais pertinemment qu'il y aura peut-être des rejets, dépendamment de la qualité de l'écriture. Il y a des fois des choses qui sont totalement illisibles, donc il ne faut pas s'attendre à ce que l'IA le fasse mieux que nous. Mais donc du coup, 80% pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'aucune donnée personnelle client n'est mise à risque. Donc je dois penser à ça quand je vais développer le processus de gestion des données. Par exemple, si j'ai des données clients, comme dans mon cas, là, il y a des noms, des prénoms, il y a plein de choses qui seraient pas, c'est pas les vraies données, donc vous imaginez bien, qui ne seraient pas trop adaptées à utiliser un modèle comme OpenAI. Ensuite, il faut se poser des questions par rapport à tout ce qui est autour de notre modèle, ça veut dire l'intégration. Dans mon contexte, il y a des éléments comme des éléments qui gèrent les documents, une GED, une gestion électronique de documents, qui rentrera en ligne de compte, les gestionnaires du courrier sortant. C'est aussi quelque chose qui serait automatique, si c'est automatisé, rentre en ligne de compte dans l'intégration de cette automatisation. Et un gestionnaire de tâches, parce qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose à la fin, donc il faut qu'il puisse savoir qu'il doit le traiter. Ensuite, on retrouve la partie verte du Canva d'avant. Et dans les stakeholders, il y a soit des clients, soit des parties prenantes. Dans les parties prenantes, on a les utilisateurs, le service client dans mon cas, mais on a aussi le département informatique qui va donner des ressources. Et, on a le département IA ou la société de service IA avec qui on va travailler ce genre de choses. Et finalement, aussi très important, c'est pour qui on le fait. Là, dans notre cas, il y a le client retraité, il y aurait un responsable légal qui ferait la demande ou un propriétaire du contrat qui pourrait faire la demande. Finalement, c'est comment ce projet va créer des revenus. Alors, une diminution des coûts, c'est aussi des revenus, c'est comme dans la gestion de projet. L'idée, c'est de reprendre ce qu'on a discuté avant et puis d'arriver avec une évaluation monétaire de la valeur ajoutée de notre projet. Et bien sûr, la dernière chose, c'est une fois qu'on a les coûts, la valeur ajoutée, on doit mettre en face les coûts pour savoir est-ce que il y a une pertinence par rapport à ce use case, sachant que l'automatisation d'un use case doit avant tout amener de la valeur ajoutée, que ce soit en termes de qualité ou en termes de coût.
Ça, c'est peut-être une chose qui est plus compliquée à faire au début parce que ça dépend de skills qu'on n'a pas obligatoirement ou qu'on n'a peut-être pas à l'interne. Donc là, c'est quelque chose à travailler avec les parties prenantes, à savoir les départements d'informatique si vous n'avez pas de l'informatique ou un prestataire qui va pouvoir vous accompagner dans ce genre de choses, déjà dans la partie d'estimation et de faisabilité. Alors, ce que on va faire, c'est, moi j'ai vu qu'on travaille avec l'IA, la chose à faire, c'est de se dire, ok, j'ai travaillé tous mes éléments. Maintenant, la première chose que moi, en tant que non-connaissant ou non-spécialiste, comment je peux déjà améliorer une étape de la qualité de mon travail, de mon output. En gros, je peux utiliser l'intelligence artificielle elle-même déjà pour me donner des retours sur le travail que j'ai produit, moi tout seul ou avec certaines autres personnes. Donc je peux déjà lui donner le contenu de ce que j'ai fait. Je peux lui dire de me challenger. Donc là, il m'a donné toute une panoplie de choses intéressantes, des forces, des faiblesses. Est-ce que c'est réaliste de faire ce genre de choses? Quelles seraient les alternatives? Donc sur chacun des éléments. Donc ça me permet déjà, à travers ce genre de choses, de remettre en question l'output et revoir des choses sans avoir obligatoirement la connaissance de ce genre de choses, mais c'est une couche de connaissances supplémentaires qui vient et qui peut m'être amenée par l'IA. Ensuite, je peux lui demander aussi d'évaluer la complexité, même si moi je ne suis pas un technicien, je peux lui demander d'évaluer la technicité de tous ces éléments-là pour voir à quel point je peux avoir déjà une idée de la faisabilité, même si j'ai personne en face pour pouvoir le faire. Donc là, il m'a déjà donné une note de 3,7 sur 5, qui est ce qu'elle veut dire, mais au moins elle me donne déjà un élément pertinent. Ensuite, alors donc du coup, il y a tout ça. Puis finalement, après, on a fait un travail d'analyse assez superficielle. On a commencé à travailler l'information. Ce qui est important, c'est pour avoir quelque chose pour discuter des cas d'utilisation, de rassembler un certain nombre de cas d'utilisation et ensuite de pouvoir formaliser le cas d'utilisation. Vu qu'on a déjà la donnée qui a été faite, ça nous permet, dépendamment dans vos sociétés, si vous devez aller présenter le cas plus formellement à un organisme de validation, ça vous permet de reprendre directement la chose sans avoir à retaper tout le rapport, mais de créer quelque chose qui est déjà un rapport final avec tous les éléments et de retravailler après le contenu de cette façon-là. Donc là, j'ai fait un format Markdown parce que la dernière fois, on a utilisé Cursor qui utilise Markdown. Après, on peut le faire dans le format qu'on veut. C'est un peu la beauté de ces outils. À quelque part, ils nous permettent d'accélérer le traitement de tout ce genre de choses et de nous faire déjà une version qui est un bon draft sur lequel on peut rebondir et gagner énormément de temps. Donc voilà. C'était pour vous montrer qu'on peut challenger avec l'IA. En gros, avant, j'ai fait évaluer l'IA directement mon use case. Après, quand on le travaille un petit peu, le premier use case qu'il y a à faire, c'est pas rocket science, quelque part, c'est de se dire il faut que j'ai quelque chose qui soit pas trop coûteux, pas trop complexe, et puis qui amène potentiellement le plus de gains d'impact possible, à savoir qu'il faut minimiser les risques quand même dans les premières interactions, les premiers projets. Et puis surtout, faut commencer le plus tôt possible, et comme ça, ça permet d'apprendre. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est, je vous propose d'aller
vous-même réfléchir à ce genre de choses. Ça veut dire que si vous faites CTRL F dans Miro, vous pouvez aller chercher vos noms pour tous ceux qui sont inscrits. Et si vous ne trouvez pas votre nom dans Miro, vous pouvez prendre un des canevas vides qui n'a pas de nom, où il y a un post-it noir vide, et puis vous mettez votre nom, et puis vous pouvez commencer. Essayez déjà, dans un premier temps, de vous poser la question, rien que dans votre contexte, quel cas d'usage, en regardant les capacités de l'IA, si vous avez besoin. Après, dépendamment de votre connaissance, vous avez déjà la connaissance suffisante pour vous projeter dans les capacités de l'IA. Et ensuite, dans les problématiques potentielles que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises ou vos jours par jour, peut-être. C'est plus facile des fois dans les entreprises, normalement. Et on va se donner, on va dire, 5 minutes. Un exemple pour vous, pour que ce soit vous qui avez l'habitude de faire la réflexion, de vous dire, OK, quel serait un use case, qu'est-ce qui serait pertinent. Exactement, chez vous. C'est histoire de faire l'exercice une fois, puis après, comme ça, on pourra en discuter tous ensemble. Et puis, voir aussi comment on a vécu l'expérience, et puis échanger aussi sur les choses qu'on a trouvées compliquées ou bien pas, et puis apprendre ensemble. Le résultat, il est un peu imagé, quoi. Enfin, tu peux trouver un problème, mais si tu poses une question, excuse-moi, cette étape-là, le résultat, c'est un peu ce que tu attends que ça donne comme résultat. Voilà, c'est un problème identifié. Puis après, tu dois te projeter un petit peu, mais même si tu n'as pas un outil technologique, tu dois commencer à se dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans chaque étape? Les scénarios ABC, quoi. Exactement. Pas vraiment, c'est déjà presque une description. Si quelqu'un fait quelque chose qui est inefficace, la première chose que tu veux te dire, c'est qu'est-ce qu'il fait, où il est le problème, comment il commence son processus, quelles sont chaque étape de son processus, est-ce qu'il transforme des informations, est-ce qu'il doit aller chercher des informations, est-ce qu'il doit lire des documents comme ça. Puis après, quel est le résultat de la fin de ton processus. Et ça va te définir à quelque part chaque transformation. À chaque transformation, tu peux te poser la question si l'IA pourrait m'amener une automatisation sur la transformation ou l'étape du processus, l'étape du traitement en fait. Puis après, quand tu te projettes sur la partie, ça c'est la première étape, puis après tu vas dans le comment, puis là tu essaies de te dire, OK, je pourrais imaginer que ça fonctionnerait comme ça, puis ce sera un petit peu le happy path en te disant, voilà, ça pourrait être une idée de solution déjà. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Reprenez les post-it, vous pouvez les sélectionner, les copier-coller ou les déplacer comme vous voulez. Et puis après, vous pouvez déjà mettre tous ceux que vous avez dans la partie bleue, vous pouvez les redescendre dans la partie bleue d'en bas. Ça va vous servir déjà de base. Les verts à les violets. Et ça vous permet de déjà avoir une partie de votre canevas qui est déjà remplie avec certains éléments. Puis après, posez-vous les questions sur les éléments qui sont blancs, en se disant, pour arriver justement à cette value proposition, qu'est-ce que j'aurais besoin? En termes de données, de connaissances, d'output, intégration. Et là, on va redonner 5 minutes, puis après, on va commencer une discussion pleine. Essayez encore un dernier truc, la même chose que j'ai fait avant, c'est vous avez tous ChatGPT ou celui que vous préférez, un modèle que vous préférez. Prenez une impression écran du canevas comme vous l'avez rempli, et puis essayez juste de voir, et puis de challenger simplement l'output que vous avez produit.
et voir qu'est-ce que, et là maintenant c'est une question de lui poser des questions, qu'est-ce que vous aimeriez le faire challenger, le réalisme, est-ce qu'il y a des éléments sur le Canva qui seraient manquants, compléter avec des idées, vous pourriez en gros l'utiliser comme un challenger. Hein. Et puis, en parallèle de ça, première chose, comment l'exercice s'est passé pour vous? Je vois que tout le monde est en train. Je vous laisse peut-être faire déjà la partie prompt, ou bien vous voulez qu'on en discute en live? Vous voulez tenter de vous faire challenger par l'IA? Ok, donc on fait quelques minutes de challenge, et puis s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, allez-y, par rapport le challenge pour remplir ces choses-là. Encore une fois, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas une spécification pour mettre en place un projet. C'est comment se poser la question de où sont mes use cases, déjà dans un premier temps de survoler quels sont les endroits où je pourrais avoir une pertinence sur un projet d'intelligence artificielle. Il ne faudrait pas avoir le même prompt que le tien, pardon, pour comparer un petit peu. J'aurais presque envie de demander là, Joker à Charles-Édouard, de comment ça serait bien de prompter très bien ce genre de choses. Hein. Ouais, en fait, l'idée de ça, c'est de brainstormer à plusieurs. C'est vraiment d'avoir un truc très visuel où chacun peut mettre des premières idées. Mais rapidement, il faudra embrayer sur une discussion avec l'IA. Donc, créer en fait, les mêmes sections qu'on a dans ce Canva. On peut prendre même l'image du résultat du brainstorm, le donner à ChatGPT qui va en faire un document structuré, et puis après faire un prompt qui est, le contexte c'est on a fait un brainstorm, voilà les idées qu'on a identifiées, les différentes sections, comment tu étofferais ce résultat de brainstorm, et puis tu pourrais dire, écris un prompt pour pouvoir faire évoluer ce document. Donc en fait, la plupart du temps, il faut rapidement dire ce qu'on aimerait faire et après le laisser lui écrire le prompt détaillé plutôt que de s'embêter à détailler dans un langage qui ne correspondra pas forcément à ce qu'il veut. Donc, un premier passage qu'on pourrait faire, c'est prendre celui-ci et puis dire écris maintenant, dire à l'IA, voilà un peu ce que j'aurais écrit, mais écris maintenant avec des instructions sur comment raffiner ce document pour un expert qui devrait maintenant vraiment faire un document de réalisation du projet ou quelque chose comme ça. Et puis là, on aurait rapidement un prompt plus détaillé qui serait plus efficace. Et puis après, ce genre de processus-là itératif, on l'a fait à Neuchâtel sur Cursor, on le fera ici aussi sous une forme un peu différente, mais l'idée c'est vraiment de passer rapidement sur un document où après on a un ensemble d'instructions qui définissent un projet, et puis après on peut, avec des outils d'IA, raffiner ces choses sur des sujets qui peuvent être la faisabilité, les gains, le coût, sortir une espèce de matrice de toutes les choses d'intérêt par rapport à ça pour avoir un pouvoir de décision, si oui ou non on le réalise ou pas. Et puis avec tous les acteurs qui sont pris en compte, donc il pourrait y avoir des sections sur faisabilité au niveau IT, au niveau ci, au niveau ça. C'est vraiment ça c'est la base graphique d'un truc qui est destiné à évoluer, à s'étoffer en dialogue avec l'IA, avec les parties prenantes. Et puis après, sous une forme qui, ça on le verra avec Cursor aussi, qui est faite pour que l'IA le réalise lui-même, enfin elle-même. Mais juste une question, merci beaucoup pour la réponse. Une question pour ça. Quand tu commences à balancer ça justement, le truc qui m'arrive à chaque fois, c'est que je me perds en fait dans mon prompt. Exactement. Tu vois, le truc là, ça c'est l'étape d'après, parce que là tu balances un truc, tu as tellement d'informations qui t'arrivent dedans que tu sais plus du tout où tu te retrouves. Exactement. Et après tu remontes. Tu vois, alors ça c'est un peu ça que tu m'as expliqué, il faut ça que tu parles de curseur après, il m'a expliqué Stéphane après coup. Mais moi je suis complètement paumé une fois sur deux, tu vois. Et puis après, après tu refais ta demande, tu recommences, et en fait après, il y a tellement d'infos que tu sais plus en fait où tu as commencé. Tu vois, tu fais ta dissertation quand tu as 10 ans, et puis tu sais plus dans quel chemin partir. Quoi. Ça c'est parce qu'on essaye de faire des projets compliqués avec un outil qui est grand public, qui n'est pas fait pour ça, c'est juste ça. Donc c'est pour ça qu'on va passer après rapidement sur Cursor, et puis l'idée ça sera premier événement de montrer un peu les fonctionnalités et comment ça marche de façon microscopique pour réaliser des tâches, mais après c'est management de projets globaux, c'est-à-dire comme je disais, on est dans une entreprise,
On a, je sais pas, des process qu'on fait souvent. Ça peut être écrire un rapport, écrire des mails, faire des flyers marketing, j'en sais pas quoi. Et ben, on peut avoir une base partagée avec des dossiers avec les anciens flyers qu'on a déjà réalisés, tout ça. Mais quand on va sur ce dossier, ben, il n'y a pas une page blanche puis on doit se débrouiller avec l'IA. Il y a un fichier d'instruction qui a été affiné au fur et à mesure des interactions précédentes d'un autre collaborateur. Et puis on peut partir de ces instructions pour l'IA pour juste exécuter la tâche. On n'a même plus besoin de se préoccuper. Ils peuvent être versionnés, ces fichiers, si on a quality management et autres. Et puis après, on arrive sur le truc, on dit, ben voilà le nouveau contexte, ça c'est toutes les informations de contexte que j'ai pour ce nouveau flyer. Il y a les anciens flyers, c'est aussi du contexte. Il y a les instructions sur comment on réalise ça, avec toute la politique en place, le workflow habituel. Et puis juste exécution sur curseur. Et puis après, si on veut l'affiner au fur et à mesure, on peut, dans le dialogue avec curseur. Si on veut revenir à une étape, on voit qu'on fait il y a une branche de prompt, et puis on se dit, ah, c'est pas exactement ce qu'on aimerait. Il y a toujours des checkpoints sur curseur en chemin pour revenir à n'importe quelle étape, à l'état de base de tous les fichiers qui ont été créés à cette étape-là. Donc ça, c'est les outils qui sont utilisés pour les codeurs, mais ça peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Et puis c'est ça qu'on aimerait vraiment montrer pour poser un peu des bases saines. Puis après, on pourra donner des fichiers d'instruction aussi pour certains trucs, c'est de partager entre nous aussi. Des fois, il y a enfin, montrer des cas d'usage comme ça de façon beaucoup plus structurée et puissante, où il y a un versionnement de ce qui est fait avec l'IA. Et puis il y a une traçabilité, enfin, que vraiment ça soit fusionné avec un quality management et du versionning. Enfin, donc ça c'est un jouet. ChatGPT c'est vraiment un jouet, c'est si on veut rapidement voir qu'il peut sortir d'une image un truc, voilà, pour faire un pré-POC. Mais après rapidement il faut passer à des fichiers d'instruction très structurés et détaillés, créés en partenariat avec l'IA, les versionner, les faire évoluer, les avoir disponibles à chaque fois pour chacun des process qu'on fait souvent. S'il y a des process qu'on fait énormément souvent, bah là même ça vaut plus le coup d'en faire un process sur curseur, un set d'instructions, mais ça vaut le coup de l'automatiser complètement. Donc cette fois ça veut dire de passer sur, on développe ça avec, je sais pas, notre département d'IT, on leur dit ben ça c'est un truc qui est tellement important pour nous qu'on aimerait en un clic que ça soit fait, donc il faut hard-coder maintenant la chaîne de prompt en fait qui correspond à ces instructions. J'aimerais pas la réaliser sur curseur à chaque fois, puis suivre ce truc, j'aimerais vraiment qu'elle soit hard-codée, je clique, ça me produit mon rapport, ça me produit mon PDF parsé, etc. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est essayer de systématiquement se permettre des interactions avec l'IA qui sont extrêmement complexes, potentiellement, même pour des choses simples. Donc au départ, l'instruction, ça peut être juste, je veux écrire un document, et puis après, ça s'étoffe en un truc de 2000 lignes avec des détails sur comment en entreprise on fait ça, etc. Ouais. Mais après, il n'y a plus qu'à exécuter. Et puis, tu as une mise en forme, qui est l'outil aussi, est-ce que Cursor peut faire aussi la mise en page et des choses comme ça parce qu'il y a plein de chat. Exactement. Ah ouais, tu peux faire aussi ça. En fait, c'est dans les instructions. Donc, Okay. dans les instructions, on peut mettre ce qu'on veut. Okay. On peut dire, ben, j'aimerais que les requirements, ça, que tu utilises ces outils, cette tech stack, pas une autre. J'aimerais montrer des exemples de comment ça doit être produit. Par exemple, s'il y a des postes à produire, j'en sais rien, alors je mets ça aussi. Enfin, tout le contexte qui peut orienter l'IA. Et puis après, il faut demander à l'IA de prendre tout ça, puis dire, ben maintenant, prétends que je suis un expert qui sait réaliser ce genre de projet, comment tu décomposes en tâches sur la base de tous ces requirements. Et puis il va écrire une section où tu décomposes en tâches tout ce qui est à faire. Et après, tu vas sur un outil qui, comme Composer par exemple pour Cursor, qui va réaliser ces tâches une par une. Tu peux lui dire, si les tâches sont relativement simples, réalise toutes les tâches d'un coup. Mais souvent, pour des projets complexes, c'est pas possible en une fenêtre de contexte de prendre en compte tout ça. Donc il faudra faire étape par étape, comme on ferait avec des chaînes de prompts hard-codées, si vraiment on développait ça en code. Et puis après, il faut s'assurer au fur et à mesure que voilà, ça correspond à ce qu'on veut, affiner au fur et à mesure, dialoguer. Mais une fois que le fichier d'instruction est bien fait, bah, le format il sera toujours le même, il n'y aura pas une grosse variabilité dans. Une question pour toi aussi, je repasse sur ChatGPT, tu penses quoi de la mémoire ChatGPT aussi? Parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire un petit peu, ils ont mis ce truc mémoire. Ouais. C'est ça quelque chose? Ça dépend ce qu'on fait. Si on est une grand-maman qui veut écrire des cartes de Noël, c'est très utile parce qu'il va se souvenir, il n'a pas besoin de dire à la carte de Noël, l'année passée c'était comme ça. Par contre, si on a une entreprise, c'est inutile. Okay.
on veut maîtriser ça, on veut que le contexte soit clair, on veut savoir quel est le contexte, et puis dans les instructions dire, ce qui compte comme contexte, c'est ces fichiers-là, puis pas le reste, enfin, il faut pouvoir maîtriser tout ça. Et puis il faut que le contexte, la mémoire, elle soit pas floue, parce que la mémoire qui a été instaurée, c'est sur tout ce qu'on fait sur ChatGPT. Mais des fois, on fait des projets, écrire des cartes de Noël, des fois c'est un truc d'entreprise. Moi, j'aimerais pas quand c'est mon truc d'entreprise que dans ma fenêtre de contexte, il y ait des éléments de carte de Noël qui rentrent. Donc tout ça, c'est flou. Pareil pour O1 Preview, c'est aussi des raisonnements très flous qui ne sont pas applicables forcément au process de l'entreprise qu'on sait qu'on veut réaliser. Autant mettre dans un set d'instructions exactement ce qu'on veut, plutôt que de mettre sur O1 Preview, trouver le raisonnement parmi tous les raisonnements de la planète, tous les doctorants qui ont mis des chaînes de raisonnement, c'est celle-là que je veux. Non, je sais déjà ce que je veux faire. Donc autant écrire ça directement. En plus, ça force, si on a un QMS, ça force à poser sur un document ce qu'on veut faire. Donc pour la traçabilité, pour documenter ce qu'on fait, de toute façon en entreprise c'est nécessaire. Donc autant faire ces choses-là sous une forme qui est ingérable directement par l'IA, comme ça on fait d'une pierre deux coups, plutôt que d'avoir des documents de requirement, je sais pas, sur un Confluence, je sais pas quoi, sur d'autres trucs. Et puis après, c'est plus compatible avec l'IA. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on montrera avec des projets qui pourraient être d'entreprise, quoi. Et puis, mais bon, là on part du brainstorm, voilà. Puis ce qui est surtout intéressant dans ce contexte-là, c'est la réutilisabilité, quoi. Alors que là, on recommence toujours à zéro. Puis après, le découpage aussi, c'est ce que tu disais avant. Quelque part, on commence à se perdre dans des kilomètres de trucs. Ouais. Là, dès que c'est découpé, on peut se focaliser sur une seule tâche, sur une seule partie de ce qu'on veut créer. Je pense déjà dans la réflexion, c'est déjà beaucoup plus simple, quoi. Ouais, il faut pouvoir, c'est le truc qu'on a tous en entreprise, on veut faire vite, et puis il y a peu de gens qui maintenant, avec ces trucs qui automatisent tout, se disent on veut que le résultat il soit là en 1 minute. Quoi. Donc, on va se dire ah non, je vais vite redécrire ma situation, mais au final on l'a fait 50 000 fois ce mois par exemple. Plein de fois on a redit alors il s'agit de ce projet, créé pour ce document, oublie pas que ma boîte c'est ça, puis va voir sur le site. Ça c'est un document d'instruction qu'on fait une fois, on le versionne. Puis la prochaine personne qui vient, elle exécute ça, puis c'est fini. Ça n'a pas de sens de refaire ces process encore et encore. Et puis ça n'a pas de sens non plus de développer des outils avec une boîte externe en disant « j'aimerais que vous me hard-codez pour mes besoins ces workflows-là ». Ça doit rester fluide, flexible. Pour la plupart des besoins, c'est des choses qui peuvent être juste avec un document d'instruction clair pour l'IA. Et puis pour les choses qui sont vraiment at scale, vraiment très lourdes, là oui, peut-être que ça vaut le coup de l'industrialiser, de l'automatiser. Mais ça, c'est des choses qui peuvent même être un projet d'IA. De faire ça plutôt que de demander à un consultant, puis ça va coûter je sais pas combien d'argent. C'est pas très lourd, c'est juste j'ai un GPU dans mon entreprise quelque part, ou même pas, où j'ai juste une API, une clé API, et puis j'écris avec l'IA le code qui automatiserait mon process. Typiquement, je sais pas, moi, parfois j'ai besoin d'avoir accès à une page Confluence. Il y a des API Confluence qui permettent de converser avec ça. On peut demander à l'IA rapidement comment tu ferais pour updater cette page et puis avoir voilà. Puis il va te donner le petit bout de code et puis la prochaine fois tu as un script que tu peux exécuter en plus de l'instruction. Et voilà, c'est ce genre d'interaction un peu fluide qu'il faut avoir pour être vraiment productif et efficace à mon avis. Ouais, puis je pense des fois on a l'impression que justement le code, enfin toutes ces choses-là, elles sont difficiles d'accès, mais en fait avec ce qu'on a vu la dernière fois, maintenant c'est discuté, et puis en fait ça se crée pour nous, et puis après on peut réutiliser, après il faut quand même avoir des bases, mais autrement c'est des choses qui deviennent de plus en plus accessibles à le faire soi-même. Ouais, et puis c'est un peu la version qu'on a tous, quand on a l'historique du chat, on peut revenir, on a même fait un GPT particulier avec un set d'instructions, ça c'est la version qui scale pas de ce que je suis en train de dire. Donc on pourrait avoir l'équivalent, c'est juste à chaque fois qu'on va dans un dossier, un petit fichier texte avec les prompts qu'on a utilisés la dernière fois. Ça marche moins bien, ça marche aussi. Mais voilà, c'est comment rendre ça industrialisable à l'échelle d'une boîte en fait, c'est ça. Ou d'un projet complexe, parce qu'au final on n'a pas besoin d'être une boîte entière. Aujourd'hui on peut être une seule personne et puis avoir ces sets d'instructions pour diverses tâches, puis on fait l'IT, on fait ci, on fait ça. On peut être un chef d'orchestre sans orchestre au final. Donc voilà. Parfait. Est-ce
qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez challengé, essayé de challenger votre Canva avec le modèle que vous avez choisi? Ça vous a donné quelque chose de pertinent, mais il a dit que c'était parfait. Ça boosterait. On a dit, va le garder en mémoire pour le monde entier. Ok, voilà. Donc, on arrive à la fin. Je vais juste revenir là. Est-ce que quelqu'un voudrait partager son cas d'usage? A l'impression qu'il y a un cas d'usage qui dit ah ben ça, je suis pas sûr si c'est un bon cas d'usage, qu'on voudrait le discuter en quelques minutes. Non, mais je me suis juste amusée. Je n'ai pas pu finir, c'est pour ça qu'il manque. Ouais. Mais la dernière fois, parce que j'étais déjà de Châtel, j'avais parlé de la possibilité de prendre un PDF qui était en ligne sur un site, que la personne demande la traduction, puisqu'il est co-français, donc j'aimerais l'avoir en allemand, et puis qu'il y ait un système qui permette de traduire, de remonter le fichier PDF et de proposer un PDF traduit. Et donc je me suis amusée à mettre ça, demander, moi c'était Gemini, de m'analyser, et il m'a sorti des points très intéressants, et ça va me permettre d'approfondir, de continuer et d'améliorer le processus. Pour moi, en tout cas, c'est parfait pour le moment. Ça enrichit la réflexion. C'est ça. C'est clair. C'est clair qu'actuellement, avant on arrive à un truc qui va faire le raisonnement à notre place, pour moi ça n'arrivera pas avant. Il y a des systèmes qui sont symboliques, plein de choses qui arrivent, qui sont vraiment puissantes, mais de toute façon ça ne vaut pas le coup de dépenser une énergie énorme à essayer de faire cette recherche dans tout cet espace de raisonnement si on sait déjà ce qu'on veut. Et puis c'est comme avec un collègue, je veux dire, il y a dans des boîtes complexes, il y a un onboarding qui dure peut-être 6 mois avant que les gens ils comprennent les process. Et ben c'est pareil pour l'IA, il faut avoir, si on a ces instructions, l'onboarding c'est zéro. Il arrive sur un projet, il sait exactement comment le faire. Et donc autant systématiquement faire cette partie-là en fait. Puis c'est la partie la plus fun d'un projet. C'est articuler comment on veut le faire. L'IA nous répond juste un peu sur des trajectoires possibles, mais c'est faire cette partie-là qui est créative et puis qui définit un peu le cadre, c'est la plus intéressante. Puis l'exécution, après, elle est presque automatique. Mais je constate que dans mon environnement, en tout cas, c'est réellement le côté qui pêche le plus souvent. Oui. Et donc, du coup, moi, ça m'est très utile. Je sais pas, tant qu'on est là aussi, s'il y a des personnes qui ont des cas d'usage pour lesquels ils sont complètement perdus, c'est aussi peut-être l'occasion d'en discuter, quoi. Ou ce brainstorming forcément seul, ou en partie avec l'IA, n'a pas donné grand-chose. Je sais pas si vous voulez en parler ou pas, ou c'est l'occasion aussi de discuter un peu sur ce genre de cas, mais... Ouais. Moi, alors nous, on est un bureau de médiation, on fait des conventions de médiation qui sont parfois assez juridiques. Et je pensais là à un cas pour un peu compenser la faiblesse humaine, qui est, moi je sors d'une médiation et puis j'ai une convention qui est existante, on a une partie qui est générée par une machine, après elle est là, mais il faut la modifier parce qu'il y a des résultats qui sortent de la médiation. Et comme on est très chargé, en fait, le fait d'ouvrir le document, de faire réfléchir la bonne formulation juridique, en fait, ça prend beaucoup de temps, et puis on laisse 2-3 jours, on laisse une semaine, les clients ils attendent. Alors je me dis, en fait, j'aimerais bien un système, je peux avoir la convention dedans, je donne une commande vocale, et voilà, le résultat de la médiation c'est ça, 2 minutes, commande vocale, lui, il me transforme ça en texte juridique, il modifie la convention, il me recrache les trucs modifiés. C'est pas un super truc pour business, mais c'est un truc pour nous à l'interne pour rendre les choses plus efficaces, moins d'attente pour le client, Exactement. L'efficacité, c'est la somme de petites choses, donc je pense que c'est des bons cas d'utilisation. Le contexte juridique, c'est des textes juridiques sur lesquels vous vous basez, ou c'est juste un langage qui est... Est-ce qu'il y a besoin de documents, vous allez chercher dans des livres parfois, ou c'est juste un... Pas forcément. Non, alors ça peut pas être du langage de rue. Alors c'est pas forcément, il y a certains termes, il faut les respecter, mais la machine elle les connaît normalement.
La plupart, oui, si c'est relativement haut niveau, puis il ne faut pas aller chercher dans C'est pas une hyper complexe. jurisprudence particulière. Non, non, c'est utiliser plus ou moins les termes adaptés. Mais, Ouais. Alors ben, c'est typiquement le cas qui pourrait évoluer, mais le premier jet, disons, ça pourrait être, par exemple, faire ça sur curseur, comme on le montrera. C'est un outil, en fait, qui est pour les développeurs à la base. Donc c'est un fork de VS Code qui permet de coder avec l'intégration IA fine. Donc dans tout ce qu'on fait, on a directement sous la main l'IA. Et en fait, nous, on l'utilise pour tout, en fait, parce que les besoins des développeurs, c'est un superset de ce que tout à chacun a besoin. En fait, nous, on a besoin d'être précis sur les instructions qu'on donne à l'IA, elles doivent être suivies précisément, le contexte doit être pris en compte précisément, etc. Donc ça, c'est le besoin de n'importe quel projet. Si on fait ce genre de truc sur ChatGPT, on n'a aucune chance. C'est rapidement, on perd le fil, comme je disais. Enfin, voilà. Donc l'idée, ça serait de, par exemple, faire sur le workflow qu'on montrera la prochaine fois, ou qui est déjà en ligne pour Neuchâtel, faire un set d'instructions, décrire précisément ce qu'on attend en termes de requirements, en termes de spécification, comment techniquement, des aspects techniques, alors il faudrait que ce soit jurisprudence, ça soit un langage juridique, je ne sais pas, suisse, inspiré de cette référence, etc. Donc juste définir ces règles un peu, et puis après définir le workflow, et puis après simplement mettre dans le contexte les documents qui servent le résultat de la médiation. S'il y a une partie vocale, il faudrait demander à l'IA de dire ben voilà, mon input ça sera sur cette plateforme, donc j'aurai un format audio ou MP3 ou n'importe quoi, donc j'aurai aussi besoin d'un petit script rapide pour convertir ça en un transcript, peut-être avec un appel d'un modèle IA comme Whisper ou je sais pas quoi. Et puis après, une fois qu'on a ce petit script qui fait la conversion en texte, ben après c'est du contexte pour l'IA. Donc on peut dire à l'IA, à partir de mon document d'instruction, va chercher dans ce document-là, donc ça c'est dans les instructions, écris-moi avec ce format en respectant les instructions, etc. On presse clic et en gros on vérifie que le résultat ça marche bien. Et là on a déjà un truc qui est quasiment automatisé, il faut quand même repasser sur curseur, ouvrir et puis cliquer quelque part. C'est pas comme si on avait une plateforme, une interface où on fait ça systématiquement, mais je veux dire, pour ce genre de choses, ce que j'essaie de dire c'est que le développement d'une plateforme, d'une interface particulière, c'est pas forcément nécessaire toujours. C'est coûteux et ça ne sert pas à grand chose. Là où je vois le défi, je ne sais pas ce qu'on pense, mais nous on ne fait pas la génération de documents par l'IA parce que chaque fois c'est différent. Et nous on veut que les documents et les conventions soient toujours exactement les mêmes. Exactement. Mis à part quelques éléments bien sûr qui changent. Exactement. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est dire dans le set d'instructions, voilà tous les exemples passés, qu'on peut mettre dans un dossier les exemples passés. Donc ça il a accès comme contexte. Donc là, c'est bon, déjà, normalement, il gère. Mais en plus, si on veut un cadre spécifique, on peut dire, ben voilà, ça c'est la structure attendue du document. Dans les requirements, c'est ça qu'on aimerait. Puis on met tout ce qu'on peut comme contexte. Le document d'instruction, il peut être très, très large. Mais à la fin, une fois qu'on a spécifié ça comme ça, qu'on a raffiné ce document avec l'IA en disant, maintenant, prétends que tu es l'expert qui doit rédiger ça, comment tu organiserais tes tâches, puis qu'on donne ces tâches à exécuter à l'IA. Donc elle a écrit elle-même en comprenant le contexte les tâches pour elle-même, qu'on exécute ça, c'est infaillible. Enfin, sur la plupart des projets comme ça marche extrêmement bien. Ça c'est un cas d'usage que je pense, si tu regardes soit la prochaine fois ici ou ce qu'on a fait à Neuchâtel, le genre de workflow, je pense que ça m'étonnerait que tu n'y arrives pas. Ah, il y a la vidéo de... Ça serait intéressant de peut-être même venir une fois. Ça, c'est ce qu'on encourage. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop. Mais ça serait intéressant qu'on fasse un debugging en direct, quoi, quasiment. Enfin, quelqu'un qui a presque réussi, mais c'est pas jusqu'au bout. Puis, ma foi, on fait ça ensemble et puis on essaie de réussir en 1 heure à finir, quoi. Pourquoi pas, de dire les instructions, oui. Définir quel est le cadre et puis les instructions. Puis après, c'est peut-être un expert qui peut prendre le relais et puis dire non. Poser les bonnes questions, ça peut être un dialogue. On peut le faire en direct et puis tout le monde essaie de réfléchir dessus. Je pense que ce serait intéressant de voir aussi ce genre de workflow parce qu'au final, ça vit, ça doit être très fluide. Il faut voir aussi quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, comment il manipule un peu ça. C'est un peu un truc, c'est vraiment du multitasking
avec un peu de code, enfin, on prend tout ce qu'on peut, et puis l'IA elle nous aide tout le temps, et puis on n'a pas l'impression, on n'est jamais déboussolé en fait, parce qu'on a toujours en quelques prompts, on a la réponse à ce qu'on veut, plus ou moins. Même sur des trucs, nous on travaille beaucoup sur des plateformes cloud comme Azure, où la documentation elle change, il y a plein de trucs. On peut donner accès à la documentation live quasiment, indexer au jour même, et puis travailler avec l'IA tout le temps sur les trucs qui ont changé, les petits détails. Enfin, c'est vraiment très très puissant, et puis je pense qu'il faut vraiment rapidement rentrer dans un workflow comme ça pour vraiment comprendre, saisir la puissance et quitter, je suis désolé, mais il faut quitter ces plateformes où au final c'est du grand public, c'est pour des grands-mères, des enfants, enfin, c'est pour rapidement voir ce qui est faisable, oui, mais c'est pas... Je pense Les gens qui font des trucs complexes avec l'IA, c'est typiquement aujourd'hui les codeurs, il n'y a aucune personne qui utilise ça, personne. Donc voilà, c'est pas les bons outils pour faire des choses complexes. Et je pense qu'il faut passer au-delà de peut-être la première impression avec Cursor, qui est que c'est un outil technique. C'est ça qui a été présenté la dernière fois, c'est de se dire en fait ça devient quelque chose qui est accessible par le fait qu'on est accompagné constamment par l'IA elle-même. Et puis qu'on décrit les choses dans un langage humain. Oui, donc au final, ça change. Il y a une fenêtre avec une structure de fichier, comme on aurait un Finder. Il y a un chat, et puis il y a une fenêtre au milieu pour ouvrir un fichier. Je veux dire. Ça se résume à ça. Hein. Donc après, voilà, il y a plein de raccourcis, parce que les développeurs ils aiment bien faire les choses vite. Il y a plein d'autocomplétion, il y a des tables pour sauter, prédire l'action d'après. Enfin, il y a plein de trucs extrêmement agréables quand on travaille dessus. Ça peut être sans code, c'est juste un éditeur au final. Sauf que l'intégration IA est extrêmement fine. Et puis des outils comme ChatGPT, ils iront jamais vers ça. Parce qu'en fait, c'est pas leur business. Un outil comme Cursor, qui est fait pour des spécificités, pour aller jusqu'au bout en fait avec l'IA, il sera jamais utilisable par du grand public. Jamais. Donc ils font des développements comme Canva ou Claude, ils rajoutent la possibilité de faire tourner, c'est lui qui crée un petit environnement puis fait tourner un bout de code pour générer un graphe. Mais c'est un jouet. Je veux dire, il n'y aura jamais une volonté d'intégrer finement l'IA ou de redévelopper un éditeur de la puissance de VS Code, par exemple, qui est le truc utilisé par tout le monde, par tous les développeurs. Déjà, c'est un travail en soi qui prend des années de travail. Microsoft, ils ont mis tellement de temps à développer ces interfaces pour que tout soit rapide, efficace, pour la productivité d'un développeur qui est la même que pour nous, en fait. Qu'ils ne vont pas recréer ça sur un ChatGPT, ils ont d'autres choses à faire. Ils vont surtout faire des éléments marketing avec « Oh, il raisonne mieux, il fait ci, il fait ça, regardez ses benchmarks ». Ça va se résumer à ça. Donc, la productivité, c'est pas là qu'on va l'obtenir. C'est pas là qu'il faut la chercher. Ok. Bon, je pense qu'on va peut-être clore la partie officielle, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut dire que maintenant on peut boire un truc. Ah voilà. Voilà. On peut continuer les discussions de manière un peu plus informelle. Et puis voilà. Merci encore d'être venu. Si vous pouvez prendre 5 minutes pour scanner le QR code et puis remplir rapidement le petit questionnaire pour nous donner un petit peu les feedbacks sur la soirée, juste pour qu'on puisse continuer à s'améliorer et continuer à faire évoluer la chose. Comme ça, on peut être un peu meilleur à chaque fois. Et du coup, merci beaucoup et à l'apéro.